Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. À l'occasion du Rent 2022, c'est François Desgardins, directeur des nouvelles offres et de l'innovation groupe chez Nexity, qui est venu m'éclairer sur la question du métaverse dans un échange passionnant et très didactique. Avant de le rencontrer, je me disais qu'au fond, je n'étais pas certaine que nous ayons tous une idée précise de ce qu'est un métaverse et surtout de ce que nous allions pouvoir faire avec et dans quel cadre. Voici donc François Desgardins dans un entretien enregistré au Rent. François Desgardins, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Depuis quelque temps, l'idée du métaverse a envahi la planète immobilière, mais il me semble de façon plus ou moins heureuse ou en tout cas de façon plus ou moins claire. Alors avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer ici en quelques mots ce qu'est un métavers, puisque je pense que beaucoup en parlent mais finalement ne savent pas réellement ce que c'est. Et peut-être aussi l'histoire du métaverse, car au fond, le métavers, ce n'est pas si nouveau que cela. Alors nous sommes sur les ondes de l'IMO, donc bien évidemment on parle de l'immobilier, mais je crois qu'il a envahi la planète tout court, oui, pas uniquement la planète immobilière. Alors effectivement, dans le métaverse, on a beaucoup de concepts, et si en tout cas on entend par le métaverse le concept d'avoir une expérience en 3 dimensions, en réalité il n'y a rien de très nouveau, puisque ces expériences dans la 3D, elles existent depuis déjà bien longtemps, à commencer par les jeux vidéo, oui, dans lesquels jouent nos enfants, dans lesquels on a pu jouer, puisque les premiers environnements en 3D, ils sont arrivés quand on était il y a une vingtaine d'années. Oui. Alors le concept de métaverse, il a été redéveloppé dans des livres de science-fiction au départ. Oui. Et puis repris de manière plus marketing, on va dire, par les GAFA, et notamment Facebook, qu'on a fait un espèce de dépôt autour du terme générique métaverse. En réalité, le métaverse, il y a 2 couches. Il y a une couche dite front, devant nous. C'est la couche, effectivement, de navigation en 3 dimensions. Et puis, on a des couches dites basses, de back-office, où on va trouver des environnements relatifs à des capacités à faire des transactions. Donc, de l'achat financier via de la monnaie numérique. Donc là, on va parler d'Ethereum, on va parler du Bitcoin et de choses comme ça. Et puis, on a des programmes informatiques qu'on appelle les blockchains qui vont permettre d'encapsuler de l'information et de la data et de la distribuer sur des ordinateurs, de telle sorte à ce qu'on lui redonne une forme de transparence et aussi une forme de sécurité, parce que comme cette donnée, elle est répartie sur plein d'environnements différents, eh bien finalement on considère qu'elle n'est pas stockée à un endroit unique et qu'elle n'est donc pas falsifiable. Et donc le métaverse, c'est l'ensemble de ces technologies, autant de réalité augmentée et de réalité virtuelle que ces couches logicielles qui sont en dessous. Et la vérité, quand on s'intéresse au métaverse, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de petits morceaux de ce métaverse qui ne sont pas prêts. J'ajouterai la partie ensuite dite hardware, c'est-à-dire que pour vous promener dans le métaverse, vous utilisez des objets pour le coup physique, notamment ce fameux casque qui à ce stade est un peu repoussoir, le casque sur lequel on met sur sa tête et qui à ce stade prend la forme d'un objet qui est quand même un peu volumineux et sur lequel on attend tous des évolutions technologiques qui permettront in fine d'avoir plutôt une paire de lunettes qui ressemble à la paire de lunettes que monsieur et madame tout le monde mettent, mais qui au moment où on se parle prend encore la forme d'un casque un peu envahissant. Voilà. Est-ce que le milieu de l'immobilier s'est emparé de la question du métaverse de façon correcte, selon vous ? Alors, c'est assez disparate dans le monde. Je pense que dans les pays asiatiques et dans les pays arabes, notamment à Dubaï, au Qatar ou dans les Émirats arabes unis, il y a une vraie passion, un vrai intérêt pour la 3 dimensions. Et donc, ces pays-là sont allés très vite dans l'usage du numérique. Dans les sociétés latines au sens large, on va dire l'Europe, oui, voilà, on arrive sur tout ça de manière plus lente. Et donc même si on en parle beaucoup, et aujourd'hui on est sur le Rent, on peut voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent sur ce segment-là. Quand on s'intéresse un peu aux chiffres de ces entreprises, et si on est très honnête, il y en a peu aujourd'hui qui sont rentables. Et donc tout le monde espère, tout le monde attend, tout le monde sent que ce marché va exploser. Mais au moment où on se parle, il manque encore trop d'éléments, et on va sans doute les développer, pour qu'on puisse en faire des usages autres qu'uniquement de la visite virtuelle. Et pourtant, les apports pourraient être assez importants. Quels pourraient être justement les apports du métavers si on s'en emparait de façon correcte ? Alors, il y a des apports dans plusieurs métiers de l'immobilier. Le premier apport pour nous, qui sommes promoteurs et constructeurs chez Nexity, ce serait tout simplement de pouvoir déposer des permis de construire en 3 dimensions, donc des actifs qui n'existent pas faits avec nos architectes dans des maquettes 3D, et que la puissance publique puisse instruire ce permis de construire
entièrement dans un mode numérisé, voire automatisé, pour réduire de manière drastique les délais d'instruction de permis de construire. On peut penser que si on arrivait à mettre le plan local d'urbanisme sous la forme d'un algorithme, je délivre ma maquette, cet algorithme tourne sur la maquette, il me sort tous les défauts de ma maquette ou toutes les incohérences avec le plan local d'urbanisme, quasiment en clic-bouton. Ça, c'est un peu le rêve des promoteurs, mais aussi de la puissance publique, parce qu'on a une puissance publique qui a de moins en moins d'agents territoriaux. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie promoteur-constructeur. Pour la partie commercialisateur, on peut espérer demain que vous allez mettre une paire de lunettes, vous promener dans la rue et en levant la tête, voir que cet appartement est à vendre à tel prix, que celui-ci est alloué à tel prix. Et donc on sera dans une autre forme d'expérience qui fait que finalement on vous sortira peut-être un peu de derrière votre ordinateur pour vous permettre de vivre des expériences en réalité augmentée dans la rue. Et puis par contre sur votre ordinateur, la nuit, le soir, le week-end, à des moments où vous êtes chez vous, effectivement avoir accès pas uniquement à des offres en 2 dimensions, c'est-à-dire la page d'un livre, ce qui est aujourd'hui ce qu'on trouve sur Internet, mais bien une capacité à rentrer dans un appartement, à le visiter, à sortir de cet appartement, se promener dans la ville, aller regarder où est la crèche, où est l'école, quelles sont les incivilités qu'on peut trouver dans le quartier autour de chez vous, quelle est la fréquentation des transports en commun, est-ce qu'ils sont surchargés, pas surchargés. Enfin, ça va être plutôt l'arrivée d'outils d'aide à la décision, d'aide à votre décision d'achat ou de vente ou de location qui vont augmenter finalement l'expérience actuelle. Ça c'est pour la partie commercialisation. Et puis sur la partie métier du syndic et métier de property management, on peut espérer avoir des capacités à mieux anticiper, donc à faire ce qu'on appelle de la maintenance préventive et de la maintenance curative sur l'ensemble de vos biens. Donc pourquoi pas demain avec une paire de lunettes regarder votre appartement et voir tout de suite où sont les pertes de chaleur de l'appartement pour faciliter la rénovation énergétique de votre bien. Pourquoi ne pas donner la capacité à un technicien quand il intervient sur un site, quasi à distance, de pouvoir diagnostiquer la panne de l'ascenseur avant même de s'être déplacé dans ce même ascenseur. Voilà, donc tous les jumeaux numériques, si demain ils fonctionnaient parfaitement bien, on pourrait faire tout ça. Et puis enfin, le dernier sujet, qui est peut-être un des plus importants, c'est que le métaverse, avant toute chose, c'est un monde de co. Alors vous savez, on vit dans le monde du co, on fait du coworking. C'est quoi un monde de co, oui. On fait du coworking, on fait du co-living, on fait du co-meeting. Enfin, nous, on est présents dans tous ces univers-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Nous, Nexity, notre tagline, c'est le vivre ensemble. Ce qu'on cherche, c'est à créer des environnements collectifs. Ces environnements, on les veut pour nous-mêmes. C'est-à-dire que demain, il faut qu'on arrive à ce que nos collaborateurs puissent discuter avec nos clients dans des environnements apaisés, si nous, on veut grandir en tant qu'entreprise. Le métaverse va permettre, s'il est bien géré, de rassembler des communautés et d'avoir des échanges avec ces communautés, j'ai envie de dire, de manière continue. Et dans ces communautés, on va relibérer la parole. Nous va falloir qu'on assume l'expérience client. Il va falloir qu'on assume que des clients viendront aussi nous dire qu'ils ne sont pas contents. J'espère qu'il y en a un certain nombre qui viendront dire qu'ils sont contents aussi. Mais bien évidemment, et que donc on recrée ce corps social dans un univers virtuel, là où peut-être certains n'osent pas prendre la parole, n'ont pas le temps de se déplacer pour venir nous voir. Dans ces mondes virtuels, on va pouvoir recréer ça. Et donc le métaverse, c'est aussi et avant tout, en vrai, un lieu de communauté. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les premiers déploiements du métaverse, ils sont dans les jeux vidéo. C'est les communautés qui se retrouvent. Donc quand vous allez sur Fortnite, sur Sandbox ou dans un certain nombre d'environnements, ils arrivent d'abord par la communauté. C'est la capacité qu'ont eu nos enfants pendant la crise Covid à discuter avec leurs amis dans des environnements là où ils étaient enfermés chez eux, ils ne pouvaient pas les voir. Donc il y a une recréation d'un corps social qui se fait dans l'univers virtuel. Même si une fois encore, et nous on insiste là-dessus, il n'y a pas une opposition entre le virtuel et le réel. Le virtuel ne remplacera jamais le réel. Ça, c'est très clair pour nous. Il complétera, comme l'a fait le smartphone, comme l'a fait Internet, comme l'ont fait un certain nombre d'outils, il complétera notre capacité à échanger les uns avec les autres. Peut-être même aussi une prévalence du réel avec des outils dans le virtuel. En tout cas, c'est des choix d'éthique que chaque personne morale et personne privée doit faire. Chez Nexity, avant de réfléchir au sujet du métaverse, on a eu un grand débat philosophique avec la présidence et la direction générale, qui était de se demander finalement qu'est-ce qu'on voulait faire de notre métaverse. Il y avait un premier scénario possible qui était de dire ce qu'on faisait dans le monde réel, on va le faire dans le monde virtuel. Donc, je prends de l'argent, j'achète des terrains, je construis des immeubles virtuels qui n'existent pas, je les revends et j'essaye de faire la même marge dans ces univers-là que ce que je fais dans le monde réel. Sincèrement, il y aura un marché pour ça.
Et donc c'était normal qu'en tant qu'entreprise privée, on se pose la question, enfin en tout cas que moi je la pose, sur est-ce qu'on voulait faire ça. Bon, la réponse m'a rassuré, la réponse collective assez rapide de la direction générale, c'était de dire non, Nexity ne sera pas un acteur qui proposera à des gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter un appartement réel, de vivre une vie virtuelle, c'est-à-dire de vivre dans un appartement avec des terrasses et une piscine et ainsi de suite, mais qui n'existe pas parce que vous n'avez pas... Voilà, on va continuer à se bagarrer pour faire du logement abordable. Ça, c'est un de nos segments, bien évidemment, sur lesquels on est très présent en France. Et donc, pour nous, le virtuel va venir compléter cette expérience du réel, mais bien évidemment, ne doit pas se substituer, même si, une fois encore, malheureusement, il y aura sans doute un marché autour de ça, mais nous, en tout cas, on n'y sera pas. C'est le choix qu'on a fait. Et puis aussi, ce marché a déjà montré ses faiblesses, puisque quand les crypto-monnaies, les NFT ont subi une forte houle, les ventes immobilières dans le métaverse ont suivi et ont subi le même mouvement. Donc tout ça n'est pas prêt. Et au fond, même s'il y a, comme vous le dites, peut-être un marché, il ne faut pas oublier une chose, c'est le client. Alors, je suis d'accord avec vous, d'autant que quand on regarde ce marché, on entend parler de centaines de milliards de dollars qui s'échangent. Bon, en réalité, il y a toute une partie de ces flux qui sont issus, qui sont non contrôlés, dont on ne sait pas tellement d'où vient cet argent. Et ça encore, en France, on a une forme de régulation qui fait que, et c'est très bien, qui fait qu'on n'accepte pas, nous, Nexity, de travailler avec de l'argent sale, entre guillemets. Et donc, dans ces univers aujourd'hui, on a beaucoup d'environnements spéculatifs. On a beaucoup de gens qui ont acheté des bitcoins, qui ont fait de la plus-value sur des bitcoins, qui ont racheté ensuite des biens virtuels, qui s'achètent entre eux des terrains pour faire monter les cotes et ainsi de suite. Enfin, on est quand même dans des environnements dans lesquels on aura toujours des exemples de gens qui ont fait fortune ou ont gagné de l'argent, mais en réalité qui sont des environnements complètement dérégulés et dans lesquels, là encore, nous, on ne se projette pas. Et puis la troisième chose, et c'est aujourd'hui un des freins majeurs pour moi dans le métaverse, c'est la problème de gestion de l'identité numérique. Aujourd'hui, dans ces environnements, alors il y a quelque chose qui peut paraître sympathique, qui est qu'on peut être n'importe qui, et en même temps, pour des acteurs comme nous, c'est un vrai sujet. Parce que j'ai aucun problème à discuter avec un client qui soit content ou pas content, mais par contre, j'ai un problème à discuter avec quelqu'un qui aurait usurpé l'identité de quelqu'un d'autre et qui viendrait me raconter des choses avec une identité qui ne serait pas la sienne. Et à ce stade, c'est très compliqué, notamment quand on crée son avatar. Il n'y a pas encore l'ensemble de l'écosystème qui va garantir que l'avatar de François Desgardins, c'est bien François Desgardins et ce n'est pas ma grand-mère ou mon petit frère. Et donc, on avance vers ce métaverse, mais on le fait avec prudence parce que, bien évidemment, on ne peut pas non plus devenir une plateforme déversoir. On a vu toutes les limites des réseaux sociaux avec quand même des discours parfois un peu haineux qu'on peut trouver sur un certain nombre de forums. L'idée, c'est pas ça. L'idée, une fois encore, c'est comment mieux vivre ensemble, comment créer des endroits où on va dialoguer, on va co-construire des choses, peut-être co-construire des immeubles, réfléchir à l'usage, aux nouveaux usages que les gens attendent dans leur logement, et dans les parties communes, par exemple, qui est un endroit qui est en train de se réinventer dans l'immobilier résidentiel comme dans l'immobilier tertiaire. Ça, c'est intéressant de créer des communautés qui vont échanger et co-construire des choses. Par contre, si c'est juste créer des endroits déversoirs de frustration ou de haine, non, ça n'est pas très intéressant ni pour nous ni pour nos clients. Et puis des endroits qui sont contradictoires avec la réglementation du blanchiment, les obligations de connaissance du client aussi. Tout à fait. Et puis justement, une dernière question sur le client. Est-ce que vous avez fait chez Nexity, vous, des études sur les attentes des clients ? Puisque au fond, parfois, moi j'ai l'habitude que le métaverse, c'est une question de communication pour ce qu'il y a de pire, ou au mieux de spécialistes, avec tout ce que vous avez pu nous expliquer. Mais le client, monsieur et madame lambda, ils en sont où ? Alors, nous, la démarche, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille sur le sujet. On a eu cette démarche, je le disais, quasi philosophique, qui a pris entre 3 et 6 mois avec la direction générale, qui était de ça, dans quelle direction on voulait avancer. Une fois qu'on a eu répondu à nos questions d'éthique, on a entamé une démarche avec des étudiants. Donc, on a monté un hackathon, on a fait venir une 50aine d'étudiants à qui on a dit, mais votre métaverse rêvé, qu'est-ce que ce serait ? Donc, ils ont bossé pendant 2-3 jours sur cette thématique-là. Et puis quand on a eu terminé ces travaux, on a fait 2 panels, un panel qualitatif, un panel quantitatif, dans lequel on a effectivement posé des questions à tout un tas de gens en se disant mais finalement, nous on a une vision du métaverse, quelle est la vision de nos clients ? Ce qui est ressorti le plus à ce stade, c'est pas le souhait d'aller vers des communautés, contrairement à ce que moi je pensais au départ, mais d'abord cette capacité le soir et le week-end d'aller visiter virtuellement l'environnement dans lequel on va aller acheter ou louer un bien.
Et donc, les premières tranches sur lesquelles on va travailler, nous, c'est la modélisation de quartier en 3 dimensions avec la capacité d'aller visiter des appartements. Et c'est vrai que si on est honnête, le marché français est en retard sur ces sujets-là par rapport à certains autres marchés internationaux. Ça, on va le faire aussi parce que l'avantage, c'est qu'effectivement, là, on est quand même dans des technologies qui sont en réalité pas des technologies du métaverse, mais plutôt des technologies 3D, qui sont assez bien maîtrisées. Il y a de plus en plus d'acteurs, y compris des sociétés françaises, qui maîtrisent bien tout ça. Et donc, on peut avancer dans la mise à disposition d'un certain nombre de solutions qui sont assez robustes et sur lesquelles on n'est pas obligé d'aller encore répondre à toute cette question de l'identité numérique. On va le faire par une approche qui ressemble finalement à une espèce de pavillon qu'on a construit et qui permet à un client de se promener et d'avoir dans une seule bulle accès à tous nos services, autant nos calculateurs d'emprunt que nos simulations de Pinel, que la visite de nos programmes neufs, etc., etc. Après, l'étape d'après, ce sera de se dire finalement qu'est-ce qui va vous donner envie de revenir. Donc là, on rentrera dans cette logique de l'expérience client et de la communauté. Et là, ça va nous poser des questions plus importantes chez nous, mais que de toute façon, qui sont dans notre plan de travail 2026, enfin Imagine 2026, qui est notre programme de transformation, qui est finalement comment on va connecter sur cet environnement tous nos collaborateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 300 agences qui sont éparpillées en France, des bulles de vente, 200 sur des programmes. Comment demain, quand je vais rentrer dans cet univers-là, je vais pouvoir discuter avec les conseillers Nexity partout en France et notamment quand vous arrivez dans un environnement, vous laissez une trace qu'on appelle l'adresse IP, c'est l'adresse de votre ordinateur. Cette trace-là va nous permettre de voir que vous arrivez de Chartres ou de Passy-sur-Eure ou de Béziers. Et donc avec cette trace-là, on va être capable de personnaliser votre expérience dans la bulle et de vous dire vous arrivez de Béziers, voilà a priori tous les programmes qu'on a autour de Béziers et on est capable, en appuyant sur ce bouton-là, de vous mettre en contact avec quelqu'un qui pourra prendre la forme d'un avatar, mais pourra être tout simplement une webcam branchée sur le poste de travail d'un de nos conseillers et qui va pouvoir discuter avec vous. C'est votre choix, vous voulez discuter avec quelqu'un ou au contraire vous ne le souhaitez pas, mais c'est possible. Et puis, toujours dans ces univers, est-ce que demain on ira créer de la formation? Est-ce qu'on mettra du tutoriel? Est-ce qu'on mettra, je ne sais pas, un concert de Vianney pour donner envie aux gens de revenir écouter quelque chose de différent? Est-ce que c'est dans cet endroit-là qu'on annoncera nos résultats? Enfin, voilà, finalement, c'est un peu comme si vous construisiez une arena, une salle de spectacle, et dans votre salle de spectacle, s'il n'y a pas de spectacle, les gens ne viennent pas. Donc nous, il y a une partie de notre spectacle, même si ce n'est pas du spectacle, mais qui correspond à notre production, à nos biens et nos services, mais ça doit être plus fort que ça. Et ça nous pose même d'ailleurs la question de est-ce que c'est un endroit qu'on partage avec nos confrères en se disant que finalement la concurrence est une bonne chose. Enfin, nous, on a toujours pensé que la concurrence était une bonne chose. Est-ce qu'on crée un endroit de l'immobilier où finalement tout le monde peut venir un peu comme dans ce salon, ou est-ce qu'on part tout seul? Et l'histoire des plateformes nous démontre quand même que partir tout seul dans ces univers-là, ça ne sert pas à grand-chose. Donc peut-être que demain, il y aura des univers un peu partagés où notamment le vrai enjeu, ce sera plutôt de garder le contrôle, de garder en tout cas le contrôle par rapport aux GAFAM, ou de laisser un grand acteur américain nous imposer des modes de fonctionnement, des règles qu'on n'aura pas forcément souhaitées. On posera la question dans quelques années et vous reviendrez. Voilà. Parce que je pense que le sujet n'a pas terminé. Le sujet est vaste. On n'en a pas terminé. Merci beaucoup François Desgardins. Avec plaisir.